écoute, déjà, salut Amandine. Salut Jérémy, Comment vas-tu? je vais bien et toi? Écoute, ça va super. Déjà, je suis très content de te recevoir sur Self Upgrade. On le fait à distance parce qu'on n'est pas dans le même pays, mais je suis très, très, très content de te recevoir ici. Écoute, pour ceux qui te connaissent pas et qui n'ont pas la chance de te connaître, qui est Amandine et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Déjà, merci de me recevoir sur Self Upgrade. Je suis contente de participer à ce podcast. Et pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Amandine Pinto, je suis martiniquaise basée à Dakar au Sénégal. Je suis entrepreneuse depuis quelques années et ma spécialité, c'est notamment le financement des entreprises innovantes et la croissance économique via l'entrepreneuriat, l'innovation et le digital. Et j'ai plusieurs casquettes, comme tu le sais. Effectivement, je ne me limite pas. Je suis engagée pour la création de ponts entre la Caraïbe et l'Afrique. Donc, j'ai co-créé avec Malika Jean-François la Caraïbe Investi. J'ai cofondé également Martinique Luxury qui promeut le haut de gamme en Martinique. Et je suis à la tête d'une communauté de femmes de 300 personnes ici au Sénégal qui s'appelle Sénégalaises in Tech. Trop bien. Écoute, super intéressant. On va revenir déjà sur des niveaux d'organisation parce que comment tu gères tout ça. L'avantage aussi que je trouve dans tout ce que tu fais, c'est que c'est à la fois très multiple, mais c'est en même temps des écosystèmes qui peuvent être liés. Je trouve qu'il y a quand même des ponts, des choses, je pense, des compétences que tu utilises dans une des thématiques que tu peux réutiliser dans l'autre. Donc, super intéressant. Back in the days, la jeune Amandine, elle rêvait de quoi? Comment t'es entrée dans le digital, dans la tech, dans tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Bon, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc quand j'ai commencé mes études en France, après avoir quitté la Martinique, eh bien, j'étais entrepreneuse dans un secteur qui n'a rien à voir avec le digital. Je faisais de la vente de produits en réseau de marketing et durant cette aventure, j'ai croisé la route du monde des startups tech africaines, plus précisément fintech, dans la finance et dans la tech. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à des événements, aussi à beaucoup regarder ce que la diaspora africaine faisait, qui était déjà très tournée vers l'entrepreneuriat, vers la tech. C'était aussi un peu l'avènement de tout ce qui était, pour ma génération, je dirais, Google, Facebook, Instagram, tout ça commençait à sortir. Tout le monde était fan de Steve Jobs, de ce côté innovation. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée dedans. Donc, première expérience dans une start-up où il fallait tout faire, hein. Je ne savais pas à quoi ressemblait ni un pitch deck, ni aller parler à des investisseurs, ni aller démarcher une grande institution pour faire des partenariats. Et donc, à ce moment-là, je découvre ce monde et je me rends compte en fait qu'il y a une vraie problématique pour le financement des start-up afro-caribéennes et encore plus des start-up africaines qui avaient un potentiel fou avec ce marché de 1,3 milliard d'habitants. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je crée ma première start-up Dira Partners qui a pour but de matcher entrepreneurs et investisseurs en Afrique francophone. C'est comme ça que ça commence en tout cas. Ok, super. Je vais juste faire une petite parenthèse. Tu sais, moi aussi, j'ai pas mal d'amis qui ont commencé un petit peu par l'entrepreneuriat ou la vente, par justement la vente de produits, etc. ou autre. Je te dis ça parce que j'ai en tête une très bonne amie, une très grosse investisseuse immobilier, et qui me dit, Jérémy, ce que j'ai fait à ce moment-là, donc vendre les produits, tu vois, c'était pour ceux qui connaissent pas, ça peut paraître si tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, mais elle me disait c'est la meilleure école de vente que j'ai connue. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, oui, en fait, c'est. Alors, moi, je dirais même que c'est au-delà d'une école de vente. Ce qu'on apprend là-bas, c'est la gestion des êtres humains, puisqu'on ne vend pas que des produits. L'objectif, c'est de vendre des produits, mais surtout d'avoir un réseau de personnes. Donc, le marketing de réseau, c'est que tu convaincs des personnes d'utiliser des produits, mais aussi de elles-mêmes monter leur business pour revendre les produits, pour qu'il y ait plus de volume d'affaires. Et en fait, à ce moment-là, peu importe ton âge, dès que tu commences à faire ça, tu dois convaincre des gens, les former à convaincre d'autres personnes, à avoir un bon caractère, un bon mindset pour gérer les différentes personnalités et aussi adapter leur discours en fonction des personnalités qui sont en face de nous. Parce que c'est pas quelque chose de simple à faire, surtout quand on est dans un écosystème traditionnel où tout le monde va faire ses courses au supermarché. Donc dès qu'on fait du réseau de marketing, forcément, on apprend tellement de soft skills qui nous servent pour toute la vie. En fait, c'est des qualités, je dirais, de leadership qui sont indispensables. Et c'est vraiment ma base. C'est vraiment ma base. Ok, super, super. Et il y a aussi un point que je trouve
assez, je dirais, à la fois innovant slash précurseur dans ton profil, c'est que, alors tu me diras, tu peux me contredire sur ça, mais j'ai l'impression que les Caribéens qui s'intéressent à l'Afrique, c'est de plus en plus récent. Mais dans ce que tu me dis, pour moi, c'est quand même, ben, il y a quelques années, tu m'as pas dit les années exactes, mais ça fait quand même un petit moment. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant que Caribéenne, tu te dis, ah, faut quand même que j'aille regarder du côté du continent parce qu'il y a sûrement des trucs qui s'y passent, etc. Qu'est-ce qui fait que tu as cette vision-là? Puisque, encore, ce que je veux dire, c'est que, toi, c'est comme l'entrepreneuriat. Il y a un moment, je pense, en tout cas dans le monde francophone, à un moment, l'entrepreneuriat, je mets des guillemets, est devenu un peu sexy. Donc, on dit à tout le monde, devenez entrepreneur. Et donc, du coup, ça devient la mode. En ce moment, moi, je trouve qu'il y a beaucoup, justement, un marketing qui est fait pour dire, attention, les gars, il se passe un truc sur le continent. Mais toi, j'ai l'impression que tu n'as pas attendu ce marketing-là, ces éléments. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as eu ce focus-là, en tout cas, ce regard-là sur le continent africain? Alors, avant d'avoir un regard cool sur le continent africain, je puis dire cool, je dirais que c'est venu avec le lycée, tout simplement, le côté historique. Voilà, j'ai beaucoup étudié l'Algérie, les indépendances, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc je me suis toujours dit qu'il y avait un lien entre moi et l'Afrique, toujours considéré que voilà, j'étais descendante d'ancêtres africains. Donc ça a toujours été ma base. Et bon, j'ai fait des études d'arabe. Et mes premiers pays, du coup, ont été la Tunisie et l'Égypte. Donc c'est le début du continent africain pour moi, aller sur place et voir des systèmes complètement différents. Et donc l'Afrique a commencé là. Et puis c'est vrai que je pense arriver en France, faisant des études d'arabe, j'avais pas de communauté antillaise autour de moi, donc je me suis pas du tout réfugiée chez les Antillais, mais j'ai rencontré beaucoup d'Africains. J'étais dans une école où on apprenait des langues orientales et il y avait notamment le Swahili, le Peul, le Yoruba, donc forcément j'ai été plus confrontée à la diaspora africaine qu'antillaise, et c'est naturellement finalement qui sont rentrés dans ma vie. D'ailleurs, dans mon premier réseau de marketing où je vendais des produits, ma plus grosse patte, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire le plus gros volume de personnes que j'avais développé, c'était des Algériens, des Camerounais et des Congolais. Et donc c'est aussi grâce à eux que finalement j'ai découvert ces histoires d'univers de start-up africaines. Donc c'est tout simplement arrivé comme ça. Et puis après, c'est naturellement, vu que j'étais déjà assez engagée politiquement, que j'avais envie de faire aussi avec eux et que je me suis engagée dans une ONG qui s'occupe de la diaspora africaine pour promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Ok, Bon. super. Non, non, super intéressant. Donc, on va parler de quelque chose. Donc, tu m'as parlé de pont. Tu m'as dit, écoute, Jérémy, je trouve, en tout cas, je me veux être un vecteur ou en tout cas une ambassadrice des ponts entre justement la Caraïbe et le continent. Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi c'est important pour moi? Eh bien parce que je crois que, tout comme moi qui ai fait le pas aujourd'hui et d'autres Antillais, il y a des opportunités pour les Antillais sur le continent africain. Je crois aussi qu'il y a des opportunités pour les Africains sur la Caraïbe. D'ailleurs, on en a beaucoup qui sont pas du tout dans le secteur de l'entrepreneuriat, mais notamment plutôt dans le secteur de la médecine, des avocats, des expertises comptables. On en a énormément aux Antilles. On n'en parle pas assez de leur contribution. Et puis aussi en termes de, si je puis dire, de quête de retrouvailles d'identité culturelle. J'ai vraiment envie d'inviter les Antillais, quitte à ce qu'ils ne s'installent pas ou ne fassent pas de business avec l'Afrique, mais qu'ils puissent au moins connaître ce que c'est d'y être. Ok, super. En fait, ce que tu dis, c'est vrai. Tu vois, j'étais au Bénin en janvier dernier, et j'ai vu. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que les médias mainstream, ben en fait, l'information est segmentée. Donc, du coup, il y a des choses que tu ne sais pas. En tout cas, si les informations que tu suis sont dans les médias mainstream. Et donc, du coup, quand j'étais au Bénin, je me rends compte. Donc, on fait un événement avec une association à laquelle j'appartiens, et je me rends compte qu'il y a une diaspora haïtienne, mais je sais même pas combien de personnes il y avait. J'entendais du créole dans tout Cotonou. C'était vraiment, ça m'a shifté. Je me suis dit, mais attends, je savais même pas qu'il y avait autant d'Haïtiens. Et en fait, j'apprends qu'il y a, ça fait, alors comme tu dis, ça fait très longtemps que les Haïtiens vont s'installer, en tout cas font beaucoup d'allers-retours entre le Bénin et dans la diaspora et compagnie. Et je me suis dit, ah ouais, super intéressant. Même chose quand j'étais en Côte d'Ivoire. Alors, je me souviens plus de la date, mais j'apprends que c'est les 70 ans d'une association antillaise qui est là-bas et qui œuvre depuis 70 ans. Je me dis, mais attends, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Donc,
ce qui est marrant, c'est que, comme je disais, c'est que maintenant la lumière ou le focus est mis sur ça, mais effectivement, il y a des personnes qui œuvrent, en tout cas, qui ont pris ce pas-là depuis quelques années, quoi, tu vois. Oui, non, non, tout à fait. Donc, c'est naturellement que je m'inscris dans la lignée, voilà, si je puis dire. Non, non, super, super. Et donc, du coup, tu disais un dernier point, tu disais que aujourd'hui, donc là, tu as quand même un focus qui est quand même assez tech pour moi. Tu parlais aussi des financements, donc on va aussi y revenir. Euh, Quelle est ta vision? Alors, je suis aussi dans la tech, mais je vais te poser la question. Quelle est ta vision? Alors, déjà, pourquoi c'est important un réseau de femmes dans la tech? Et quelle est ta vision aujourd'hui de la représentation, si je puis dire, de la femme dans la tech aujourd'hui, de façon générale? Alors déjà, pourquoi la tech? Je commencerai par ça. Bah, beaucoup de grands changements de ces derniers siècles ont eu lieu grâce à la tech. Moi aussi, je me suis rendu compte que quand on était caribéen, dans la Caraïbe, ou africain ou pas africain en Afrique, en fait, la tech, c'est vraiment un combat. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'aussi démocratisé de ce qu'on pense, alors que ça fait partie de notre quotidien. Il y a aussi beaucoup de freins. Quand je dis de freins, par exemple, en termes d'opportunités business, pour un entrepreneur sénégalais qui veut faire du e-commerce à grande échelle sur du Shopify, du Amazon ou autre, ou même être créateur de contenu et être rémunéré comme c'est fait en Europe ou ailleurs, eh bien, il y a des limites. Et ça, c'est pareil pour les Antilles. Dès qu'on met un numéro en plus 596, 694 ou autre, eh bien, ça bloque. Et c'est pas que les réseaux sociaux, ce n'est pas que les plateformes d'e-commerce, c'est aussi pour tout ce qui est paiement. Et donc, à partir du moment où on touche au paiement, ça veut dire que nous, il y a des business auxquels on ne peut pas accéder et sur lesquels on ne peut pas prospérer. Donc pour moi, la tech, c'est vraiment mon sujet. Et si je devais faire du lobbying à grande échelle, ce serait pour ces sujets-là, parce que je trouve que c'est injuste que l'on en soit exclu de par une position géographique ou tout simplement par une origine afrodescendante. Donc ça, c'est la première des choses. Pourquoi plus de femmes dans la tech? Eh bien, parce que je pense que pour les prochaines années, la tech va continuer à influencer les façons de fonctionner. Et voilà, aujourd'hui, les hommes restent quand même majoritairement ceux qui sont les mieux formés à ce sujet, de par la façon dont on nous éduque. On va plus inciter les garçons à faire des études dans la tech que les femmes. On commence à en retrouver des femmes dans la tech, mais souvent c'est beaucoup communication, beaucoup marketing. Et voilà, j'ai envie qu'il y ait plus de femmes dans la data, dans l'intelligence artificielle, dans ce qu'on appelle la deep tech, si je puis dire. Donc ça aussi c'est important. Et puis en termes de revenus, enfin, c'est un peu comme les financements. On a longtemps parlé de tout ce qui était bourse, trade, etc. Et ça a toujours été les hommes devant. C'est toujours le cas d'ailleurs. Les femmes commencent à se former au financement parce que ben, d'autres femmes essayent de faire le travail, mais le travail est encore long. Et donc, pourquoi plus de femmes dans la tech? Pourquoi plus de femmes dans tous les secteurs? En fait, c'est tout simplement pour qu'elles puissent s'épanouir et ne pas être lésées avec les évolutions du monde, si je puis dire. Ok, ok. Je te pose la question parce que je crois que c'est hier que j'écoutais un podcast. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais je crois que c'est une Haïté qui est en Côte d'Ivoire et qui fait des bootcamps justement. Elle parlait des bailleurs, etc. Et qu'elle fait des bootcamps tech, mais spécialement pour les femmes. J'ai oublié son prénom, mais le podcast était super intéressant. C'était avec, j'ai oublié le prénom parce que j'écoutais ça pendant le sport. Mais du coup, elle disait un truc et ça m'a beaucoup, j'ai un peu mieux compris. C'est qu'elle disait en fait, quand on fait des bootcamps ou des formations, peu importe, mixtes, les femmes ne viennent pas. Parce qu'il y a un contexte qui peut être religieux, il y a un contexte qui peut être en fait, ben, on se sent pas forcément à l'aise, etc. Donc elle dit, ben, on fait le mix, on a essayé, on a vu qu'en fait, effectivement, ça représente 20%. Je te dis ça parce que je suis en train aussi, même moi, j'interviens beaucoup dans les programmes de formation, même sur le continent, j'en ai un en cours. Et effectivement, on doit user de stratégies pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui postulent, rien que qui postulent déjà. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et le deuxième point, donc elle disait un truc que j'ai beaucoup aimé, ça rejoint en fait ce que tu dis, c'est qu'elle disait que ben en fait, on est obligé de faire un peu une safe place où on dit aux femmes, vous ne serez qu'entre femmes. Et là, elles se rendent compte qu'il y a plein de femmes qui n'osaient pas postuler pour les bootcamps qui soient mixtes, mais que par contre, quand elles savent que c'est que des femmes, ben, c'est super intéressant, tu vois. Donc en fait, je pense qu'effectivement, comme tu dis, parce que les gens pourraient se dire, ben, en fait, il y a des bootcamps mixtes, c'est pas fermé, pourquoi. Mais en fait, il y a plein de contextes qui peuvent être
psychologiques, qui peuvent être aussi de se sentir à l'aise ou pas et compagnie, qui font qu'effectivement, ben, on doit un peu créer, si je puis dire, ces safe places-là, quoi. Donc ouais, donc ok, je comprends très bien sur ça. Et le deuxième point, donc tu parlais des financements des entreprises, et on va commencer à un peu aller sur une de tes compétences, parce que je pense que Amandine ne se limite pas qu'au financement, mais on va parler de ça aujourd'hui. Quid ou question ou vision, financement d'entreprise vs bootstrap. Pourquoi des fois il faut financer? Qu'est-ce que tu penses du bootstrap? Est-ce que c'est à des moments d'entreprise? Est-ce que ça dépend de l'ambition, etc. Parle-moi de ça. Déjà, financement vs bootstrap, qu'est-ce que tu en penses? Ah, bon, moi je suis une grande bootstrappeuse pour tout. Je fais tout avec rien, donc c'est le bootstrap number one. Maintenant, le financement, c'est quand même important à partir de certains niveaux de projet. Dans mon approche, c'est toujours on commence par le bootstrap, c'est-à-dire on essaye, on fait avec les moyens du bord, qui est de la tech, qui est pas de la tech, on fait le prototype, on cherche des clients, on cherche les marchés, on essaye de convaincre, on écrit des pitch decks, on présente, on acquiert sa légitimité, c'est surtout ça aussi en entrepreneuriat, et dès que ça commence un peu à fonctionner, dès qu'on a listé les dépenses, eh bien là on commence à parler de lever de l'argent. Alors, lever de l'argent, maintenant, c'est de plus en plus compliqué. En tout cas, lever de l'argent avec des fonds d'investissement, parce que il y a eu une ère, en tout cas, quand j'ai commencé en 2016, si je puis dire, où vraiment les fonds d'investissement investissaient sur des pitch decks. Les personnes investissaient sur des pitch decks. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a eu beaucoup d'arnaques. La Silicon Valley a eu aussi beaucoup d'échecs qui ont refroidi les investisseurs. Donc aujourd'hui, on est plus sûr, tu fais du chiffre d'affaires ou pas, quelle est ta attraction, et à ce moment-là, on va investir. Mais sur le continent, par exemple, il y a encore beaucoup la microfinance, il y a aussi le financement participatif, les tontines pour financer les projets, et aussi beaucoup de subventions, pas forcément étatiques, mais d'institutions internationales ou d'agences de développement ou de programmes de développement de façon générale qui peuvent même être portés par des fondations privées. Et donc l'idée, c'est de permettre aux entreprises d'avoir accès, en tout cas, au plus large scope de financement possible une fois qu'elles ont commencé leur bootstrapping. Et ici, en fait, je dirais que naturellement, quand je dis ici, sur le continent africain, Afrique francophone, les gens sont habitués à bootstrapper parce que bah, c'est l'art de faire avec le peu qu'on a, en fait. Hmm. Ouais, ouais, non, je vois ce que tu dis. Et puis, je suis je suis d'accord parce que, et après, je t'expliquerai, parce que moi aussi, j'ai vu beaucoup, j'ai eu la chance de coacher beaucoup de startups. Je navigue aussi un peu dans cet écosystème-là. Et c'est vrai que c'est, je pense que déjà le choix de dire, ben, financement via bootstrap, ça va dépendre aussi du type de projet. Il y a des projets, en fait, ben, dès le début, il te faut des fonds parce que ça va être de la recherche. C'est pas des projets qui ont vocation à être rentables dès le début. Donc, il faut du financement. Le financement, en général, ça te sert à recruter. Ça te sert des fois à avoir, je pense à une boîte où il fallait des brevets, etc. Donc, ça demande du temps, quoi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur le bootstrap, c'est vrai que des fois, tu peux avoir beaucoup d'entrepreneurs qui te disent, ben, j'arrive pas à avancer parce que j'ai pas le financement. Et moi, je leur dis, mais déjà, essaye, montre en fait ce que tu sais faire avec très peu, comme tu disais. Parce que si tu es capable de montrer, et en fait, c'est tout à fait logique, c'est du business. Si tu montres à quelqu'un ce que tu es capable de faire avec 1 000 € et jusque là où tu as pu arriver, ben, en fait, très rapidement, c'est facile de dire, mais écoutez, j'ai besoin de financement parce que bah, si on veut passer à l'échelle, il nous faudra tel centre de dépenses, etc. Et tout. Donc, je pense que le bootstrap, comme tu l'as dit, je pense que ça reste toujours intéressant parce que ça te permet, je pense, hein, et tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais je pense que faire du bootstrap dans un premier temps, ça te permet forcément de lever des fonds plus facilement parce que tu as quelque chose à montrer. Tu vois. Je finirai. Ah non, vas-y, t'avais un point? Non, non, vas-y, finis. Ah, non, je finirai juste sur un point, c'est que tu vois, moi j'ai été head of d'une boîte, on a levé 15 millions, et effectivement, bah, en fait, quand tu lèves autant, c'est parce que, alors on peut lever beaucoup plus, mais quand tu lèves en tout cas quelques millions, c'est parce qu'en fait, effectivement, tu es capable de montrer ce que tu as fait avec très peu, et il y a aussi un truc, le dernier point aussi sur lequel je finis, après je te laisse continuer, c'est que les gens oublient que un business de base, tant que pour moi, tu ne vends pas, tu n'as pas de business. Le plus important, c'est les clients. Donc, tant que tu n'as pas de clients, tout le monde a des idées. Je pense que tu en vois passer tout le temps. Moi aussi, tout le temps, on me parle de certaines idées et tout. Fine. Mais
est-ce que tu as des clients? Déjà, même avoir des clients, est-ce que déjà il y a un intérêt pour ce que tu construis? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer? Est-ce que c'est un problème qui est douloureux, donc dur, donc douloureux, urgent et reconnu? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Parce que des fois, il y a aussi le phénomène du caillou dans la chaussure, où en fait, tu résous un problème, mais il n'est pas assez, en tout cas, il n'y a pas assez de valeur pour que les gens se disent en tout cas, je vais payer pour ça. Donc, il y a tout ça à valider. Ensuite, avoir des précommandes ou autres. Moi, en tout cas, je suis adepte, avant même de coder quoi que ce soit ou de développer quoi que ce soit, je reçois des paiements et je dis aux gens très simplement, ben, écoutez, voici la promesse, je vais essayer de développer. Si ça ne développe pas, je vous rembourse, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, voici ce que je vais faire pour moi, la seule validation, c'est quand quelqu'un il sort sa carte bleue et qu'il te paye. Tant qu'il n'y a pas ça, pour moi, c'est pas valide, tu vois. Donc, je ne sais pas c'est quoi ta vision de tout ça. Bon, tu me l'as dit quand même un petit peu, mais est-ce que tu as des points où tu n'es pas forcément en accord avec moi ou est-ce que c'est OK? Non, non, je suis complètement OK. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur la partie où tu parlais de ces entreprises, start-up qui ont beaucoup de recherche et de développement et qui ont besoin de financement pour démarrer. Mais même là, en fait, le bootstrapping, c'est la base parce que faut que tu convainques au moins une personne que ça va fonctionner, que tu as une idée des process, que tu sais comment tu vas gagner de l'argent. Et là, te faire financer peut-être la partie recherche qui va pas être finalement la partie qui va financer même le fonctionnement de l'entreprise. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Et le fait d'avoir des clients, c'est vraiment la base. Et c'est pour ça que je dis même aux personnes qui ont des projets ultra techniques, qui ont besoin de machines, qui ont besoin de recherche, qui vont durer plusieurs années, bah, d'essayer sans rien en fait. Et c'est ça qui va montrer finalement un cabinet de recherche ou une institution financière que ça vaut le coup de financer le projet. Ok, non, trop bien. Trop bien. Euh, Tu sais, la semaine dernière, justement, j'étais dans un événement et en fait, j'étais avec pas mal de VC, donc des venture capitalistes, donc des investisseurs, très simplement. Et donc, j'étais allé former une des boîtes de ce VC-là, donc sur l'IA, etc. Donc, on a passé un super moment. Et puis, du coup, je lui parlais investissement. Et en fait, pourquoi je te parle de ça? Parce que tu as dit quelque chose de super intéressant. Tu as dit, il y a eu une vague où, en fait, je mets des guillemets, mais l'argent coulait à flot. Les gens, sur LinkedIn, je me souviens, il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas une levée de fonds où les gens font leurs petites photos, disent qu'ils ont levé X, etc. C'était vraiment pas mal de choses. Et puis après, malheureusement ou heureusement, peu importe, mais c'est un cycle, hein, c'est un cycle économique où en fait on rentre en récession, il y a beaucoup moins d'argent, les gens font plus attention, les gens, et puis en plus avec l'IA dans la tech, les gens ne veulent pas. Je regardais le document, le papers de YC, donc de Y Combinator, qui est l'un des gros incubateurs américains. Peut-être, je ne sais pas si c'est le plus gros, mais en tout cas, c'est l'un des gros. Et en fait, il disait, ben, nous, on n'investit plus dans les boîtes où, en fait, vous faites juste un call API de OpenAI ou bien c'est ce qu'on appelle un wrapper AI, parce qu'en fait, OpenAI, en fait, vient à chaque nouvelle sortie, ils viennent supprimer des SaaS, il y a plein de trucs, etc. Donc, moi, ma question pour toi, c'est pourquoi c'est stratégique aujourd'hui de savoir comment financer des entreprises. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Pourquoi c'est important? Bon, ben, je pense pour qu'on continue à avoir des entreprises, hein, tout simplement. Aujourd'hui, par exemple, je travaille essentiellement, tu l'as souligné tout à l'heure, les organisations internationales et les ONG. Eh bien, en fait, ça permet aux entreprises d'être, comment dire, d'être maintenues à flot au moment où elles se disent, bon, là, j'ai fait le bootstrapping, je commence à faire l'acquisition de clients, j'ai fait le go-to-market et la partie growth, la partie croissance qui devient un peu plus compliquée, eh bien, on manque de ressources. Et donc, à ce moment-là, c'est important de savoir tout ce qui existe. Et c'est vrai que dans le monde des startups et même de façon naturelle, dans les formations qui existent, on dit toujours, bon, bah, c'est les VC qui sont présents. Or, les VC, souvent, ils arrivent très très tard et ils demandent des niveaux de chiffre d'affaires et de due diligence, donc de vérification de tout ce qu'il y a dans votre entreprise assez élevés. Donc à ce moment-là, il faut comprendre en fait tout ce qui existe, que ce soit le crowdfunding, le crowd equity, avoir une vision sur tout ce qui existe à la mairie qui est près de chez vous, à la collectivité. À ce moment-là, en fait, pouvoir maîtriser tout ce qui se fait en termes de financement fait la différence. Ok. Est-ce que tu peux juste expliquer les termes crowdfunding, crowd equity pour l'audience?
Oui, pas de souci. Le crowd equity et le crowdfunding, alors souvent ça se fait sur des plateformes, donc il y a différentes plateformes qui existent où vous pouvez faire du crowdfunding, c'est-à-dire que là vous diffusez votre projet, vous allez un peu plus vous ouvrir, vous allez parler de votre problématique, de votre solution, comment vous comptez gagner de l'argent, sur quelle période vous comptez atteindre tel chiffre d'affaires, et vous allez proposer aux gens de vous donner, parce que c'est un don, de l'argent en échange souvent de choses en nature. Ça peut être votre produit, ça peut être un merci, ça peut être autre chose, mais en tout cas, c'est du don qui va financer votre entreprise. Le Quad Equity, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous allez diffuser votre projet à une large cible et ces personnes vont investir dans votre entreprise. Donc là, vous allez recevoir de l'argent, ça va être beaucoup moins compliqué que si c'est du business angel ou du venture capitalisme, mais vous allez perdre, si je puis dire, des parts de votre société au profit des investisseurs du Quad Equity. Ok, super. Et avant que je te pose la question sur un peu comment tu t'y es formé, comment tu es rentré dans tout ça, moi je pense qu'il y a aussi un point, je fais écho à des gens qui sont déjà passés dans le podcast, parce qu'il y en a qui ont revendu des boîtes, qui sont passés, mais aussi à d'autres personnes de mon cercle. Il y a un point, et je pense que ça c'est super important, c'est que sur le financement, tu vois, quand tu es entrepreneur, t'es dans ton truc. C'est-à-dire que tu es focus, déjà t'as tellement de choses à faire que tu peux pas tout savoir au millimètre près. Donc t'es dans ton truc, tu cherches tes clients, peut-être qu'au début c'est toi-même qui fais tes calls de vente, tes compagnies, etc., etc. Et cetera. Et un truc des fois qu'on remarque, euh, c'est que l'entrepreneur en question, il n'est pas forcément bien formé au deal qu'il va signer. Et malheureusement, tu as plein d'entrepreneurs qui ne comprennent pas les clauses, qui ne comprennent pas combien ils vont toucher à la sortie, qu'en fait, ils sont peut-être derniers parce qu'en fait, il y a des clauses qui font qu'on va rembourser X, Y et Z avant toi, la valorisation, gros sujet, etc. Et pour moi, en fait, je pense que c'est super important. Je te dis ça parce que, alors, là, je parle maintenant, c'est parce que j'ai pris un cours de VC récemment pour bien comprendre tout ça. Mais effectivement, je trouve que, tu vois, c'est un peu. Alors, je vais mettre des guillemets, c'est pas un milieu opaque, mais il y a plein de trucs. Si t'es pas formé ou si t'as pas d'avocat avec toi, tu peux vraiment te faire avoir, quoi, tu vois. Et ça, je pense que ça arrive à beaucoup de gens, tu vois. Tout à fait, et beaucoup d'investisseurs aussi se sont fait avoir par les entreprises sans maîtriser vraiment qu'est-ce que ça veut dire être investisseur, parce qu'investisseur, c'est pas prêt, donc tu peux tout perdre. Et beaucoup de startups aussi qui ont des fois signé des gros investissements avec des banques ou des gros fonds, n'ont pas tout lu, elles n'ont pas forcément perdu, mais elles se sont retrouvées avec des procès assez monumentaux. Ok. Ok. Et ouais, donc du coup, parce que, alors voilà, on parle un peu de la complexité du financement, de bien comprendre et tout. Comment tu t'es formé à tout ça? Est-ce que c'est le terrain? Est-ce que tu as suivi des cours? Est-ce que c'est des discussions? Est-ce que c'est un peu tout ça? Comment tu t'es formé à tout ça? J'ai pas suivi de cours, c'est vraiment le terrain, hein, vraiment, comme j'ai dit, j'ai commencé dans une start-up fintech. Pour moi, enfin, comme je dis, je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais ce sont des commerçants. Donc, quand on vient d'une famille de commerçants, tout est réel. C'est-à-dire que tu ouvres ton magasin le matin et tu vois l'argent arriver dans tes mains, tu le mets dans ta caisse, tu repars avec chez toi le soir. Donc, l'argent, c'est quelque chose de concret. Et donc, la seule capacité que j'avais à cette époque-là, quand j'ai commencé, c'était en tout cas faire de la gestion financière d'entreprise, savoir avoir une trésor saine, pouvoir repayer ses fournisseurs, réinvestir et espérer faire du bénéfice pour avoir des dividendes à la fin de l'année. Donc ça, c'était ma base, je dirais familiale. Maintenant, quand j'ai découvert le monde des startups, en fait, je me suis dit, bah, en fait, il y avait d'autres moyens de financer des entreprises quand les entreprises ne font pas d'argent. Et c'était la première fois aussi que j'étais face à des entreprises qui se lançaient, qui espéraient avoir des employés et qui ne faisaient pas d'argent et qui ne faisaient pas de l'argent tous les jours, comme ce que je connaissais dans le monde du commerce. Donc c'est vraiment quand on m'a demandé de faire un premier pitch deck, qui est voilà la présentation classique d'une start-up avec ses ambitions, où elle va aller, sa vision, que je me suis dit, bon, bah, apparemment, présenter ça à des personnes, juste ça, peut donner de l'argent. Après, j'ai découvert l'écosystème des concours, l'écosystème des plateformes, comme je disais, du crowdfunding, du crowd equity. Et puis, bon, petit à petit, c'est vrai que à l'époque, ben, il y avait
quand même pas mal, comment dire, de concours, d'incubateurs qui donnaient des événements sur le sujet. Donc je suis allée dans quelques-uns, j'ai participé à beaucoup de concours où il y avait des jurys de qualité notamment qui faisaient des retours d'expérience. Et puis petit à petit, bon bah c'est naturellement que tout est rentré dans ma tête et que j'ai commencé à être une experte du sujet. Et quand j'ai créé Dira Partners, qui était dédié au financement, je connaissais même pas tout, hein, j'avais vraiment pas fini. Même mes associés, eux, j'avais des associés dans le M&A, dans la fusion-acquisition, des associés qui faisaient de l'audit. Et en fait, c'est avec mes associés, en gérant la société, que j'ai appris d'autres choses et je les ai appliquées tout de suite. Donc c'est pour ça que je suis comme une grande fan du bootstrapping et aussi de tout ce qui est autodidacte parce que j'ai jamais eu le temps d'être théorique. J'ai toujours appliqué de façon terre à terre pour mes premiers clients. D'ailleurs, bah, c'est logique de financement. Ok, super. Donc ouais, donc aujourd'hui en tout cas, une partie de tes activités, c'est d'aider les boîtes à se faire financer, si je comprends bien. Ma question, puisque tu es quand même dedans depuis quelques temps, c'est quoi la plus grosse idée reçue sur la partie financement en général? Qu'est-ce que les gens y pensent? Est-ce que les gens ils ne savent pas ce que c'est concrètement? Est-ce qu'ils pensent que c'est facile, pas facile? C'est quoi la grosse idée reçue sur comment je finance une entreprise? Et je pourrais même ajouter comment je finance une entreprise sur le continent potentiellement. Parce que du coup aujourd'hui tu es là-bas. Donc je sais pas, est-ce que tu travailles aussi avec des entreprises de la diaspora ou c'est vraiment que sur le continent spécialement? Alors, aujourd'hui, alors quand j'ai créé Dira, au tout début, je travaillais avec les entreprises. Aujourd'hui, c'est plus du tout ma réalité. Il y a ma hub, qui est ma société actuelle, ne travaille qu'avec les ONG et les institutions internationales et les entreprises privées. Donc, aujourd'hui, je suis plus dans une position où, quand on me parle d'une entreprise à financer, la personne qui m'emploie, on va dire, mon client, est déjà celui qui va donner les fonds ou alors Ok. a, ou alors a déjà un programme où je dois dessiner le programme qui fait que l'entreprise que j'ai en main va avoir des fonds à la fin. Donc aujourd'hui, j'ai quand même évolué sur ma façon de traiter ce sujet-là parce que à l'époque où je l'ai beaucoup fait, ben, les startups perdaient trop d'argent déjà à payer des personnes comme moi alors qu'elles n'en avaient pas les moyens. Et aussi, finalement, elles étaient jamais assez solides, alors qu'aujourd'hui, quand je travaille avec des entreprises, elles sont déjà soutenues par une institution internationale qui leur donne des bases. Et moi, je viens renforcer. Et donc, pour revenir à ta question sur la plus grosse idée reçue, je pense que la plus grosse idée reçue, c'est je vais lever des fonds quand j'aurai besoin d'argent. C'est-à-dire que très peu de personnes, finalement, notamment sur le continent africain, se préparent à lever des fonds parce que, comme j'ai dit, le bootstrapping est quand même déjà très présent. Ou alors, ce côté aussi de tontine, de demander à la famille est déjà très présent. Et donc, elle commence à faire des pitch decks au moment où, en fait, la trésorerie est finie. Donc, je dirais que c'est ça la plus grosse idée reçue et finalement la plus grosse problématique que les personnes de mon secteur ont à traiter. Ok, super, super, super. Euh, donc, très bien. Ce que je te propose, c'est que, encore une fois, peut-être pour l'audience, donc, tu nous parles concrètement de comment, alors on va parler du coup de financement d'entreprise. Donc, d'après toi, est-ce que tu aurais une roadmap ou un framework ou en fait quelque chose de très actionnable pour l'audience, à la fois peut-être pour, ça peut être dans les deux sens, hein, ça peut être pour une entreprise qui cherche justement à se faire financer ou à lever des fonds, ou peut-être dans l'autre sens, peut-être que ça peut être ben, les différentes, comme tu dis, les institutions internationales ou des bailleurs ou autres qui potentiellement veulent repérer des projets ou autres. Je sais pas. De quoi tu veux nous parler exactement pour nous donner quelque chose de très actionnable sur le financement d'entreprise? Bon, la première des choses, c'est toujours écrire. Donc ça peut être ce fameux pitch deck ou cette présentation. Donc toujours, on commence par écrire, c'est quoi la problématique qu'on veut résoudre, la solution, quel est le produit, comment on gagne de l'argent avec le produit, quelles sont nos ambitions et quel est le marché. Très important, quel est le marché. Beaucoup de personnes écrivent beaucoup de pitch decks mais ne valorisent pas le marché ou n'ont pas la capacité de pouvoir l'expliquer à des futurs investisseurs. Une fois que vous avez ce document, l'objectif c'est de multiplier les personnes auxquelles vous allez le partager. Pourquoi? Pour avoir du financement, mais aussi surtout pour que des personnes vous sentent légitimes et que vous ayez un réseau que vous n'aviez pas encore.
ce réseau va vous présenter plus d'investisseurs ou alors tout simplement plus de personnes qui vont vous amener là où vous voulez aller. Troisième étape, forcément être sur le terrain. Donc quand je dis être sur le terrain, il y a le terrain pour votre produit ou votre service que vous voulez financer, mais il y a aussi le terrain, être dans un écosystème. C'est très important de pouvoir être une personne identifiée par les concours de start-up, par les organisations internationales, par tout ce qui peut être étatique ou local autour de chez vous qui s'occupe des entreprises. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir bénéficier de quelque chose qui est très important et qui a un coût, qui est la formation et l'accompagnement. Souvent, il y a de plus en plus de financement sur le fait de pouvoir vous payer un expert comptable, pouvoir vous payer un avocat, pouvoir vous payer une personne qui est spécialiste des financements, et tout ça, c'est de l'argent que vous allez économiser. Une fois que vous avez fait tout ça, forcément, entre-temps, il faut aussi être dans l'acquisition client. Donc, c'est-à-dire développer ce qu'on appelle ce fameux minimum viable product, le prototype, et pouvoir le tester et pouvoir montrer qu'il y a une base solide de personnes qui sont prêtes à payer ou qui ont déjà payé pour votre produit. Une fois que tout ça est fait, il faut vraiment pouvoir constituer à votre niveau une espèce de database sur un fichier Excel ou un Word, tout ce que vous voulez de façon très simple, avec tout ce qui peut exister comme financement à votre portée. Ces financements, vous devez les rechercher en fonction de votre zone géographique, de votre secteur d'activité, du chiffre d'affaires que vous avez ou que vous n'avez pas ou que vous espérez avoir. Et aussi de toute autre spécificité qui fait la valeur de votre entreprise, comme par exemple le développement durable, l'entrepreneuriat féminin ou autre. Une fois que vous avez ça, il faut que vous soyez en capacité, avec tout le parcours que vous avez eu, de pouvoir être en relation avec des personnes qui vont vous amener vers ces financements. Que ce soit des investisseurs, que ce soit des concours de start-up, que ce soit des incubateurs, que ce soit de la subvention, il faut qu'à la fin, vous puissiez arriver à ce bout de chaîne pour pouvoir avoir les financements. Et souvent, quand les personnes respectent, si je puis dire, toute cette roadmap, et notamment le fait d'être dans des écosystèmes, j'insiste vraiment, et d'avoir un marché très bien défini, le financement est au bout. Ok, super. Écoute, je t'ai laissé dérouler ça très simplement, mais j'ai quelques petites questions pour éclairer l'audience. La première question, donc tu parlais effectivement de partager ton pitch deck, en tout cas au plus grand nombre, si je puis dire, en tout cas avec les investisseurs qui ont une thèse d'investissement. Donc, je rajoute juste un point sur ça, c'est qu'effectivement, alors ça va dépendre aussi des organismes, mais en général, chaque organisme a ce qu'on appelle une thèse d'investissement en disant, ben, écoute, nous, on investit dans les boîtes, par exemple, de la green tech, par exemple. Et puis nous, par exemple, on investit dans les boîtes de la santé, etc., etc. Donc, le premier point. Mais opérationnellement, comment tu conseillerais justement à à l'entrepreneur de partager son pitch deck? Est-ce qu'il envoie, ben, il trouve les mails, il envoie des mails? Est-ce qu'il passe des coups de téléphone avant? Est-ce qu'il automatise, je sais pas, sur LinkedIn? Concrètement, comment opérationnellement il essaie de partager au plus grand nombre? Effectivement, la thèse d'investissement, c'est la base. Comme j'ai dit, il faut qu'il maîtrise son marché et aussi son secteur d'activité. Donc, une fois qu'il a le marché, le secteur d'activité, on va dire Green Tech et Sénégal, par exemple. Donc, il s'intéresse aux personnes qui sont dans le sujet Green Tech et Sénégal. Ça peut être des personnes qui sont repérées sur LinkedIn, mais ça peut être aller à tous les événements de l'écosystème où ça parle Green Tech, entrepreneuriat au Sénégal pour pouvoir rencontrer des personnes à qui il pourra justement pousser son pitch deck. Donc il y a aussi, c'est vraiment pour ça que j'ai insisté aussi sur le côté être sur le terrain et le côté networking, parce que si c'est un réseau qu'on connaît pas, si on n'a pas du tout vécu dans ça, eh bien c'est le seul moyen d'identifier les personnes, de les connaître et de pouvoir ensuite pousser son projet. Ok, ok. Et le deuxième point, tu as parlé effectivement d'être dans les écosystèmes. Alors, on va arriver sur ça parce que quand même, alors, c'est pas la première fois que tu vas au Sénégal, je le sais très bien, mais par contre, c'est peut-être des nouveaux écosystèmes, si on peut dire. Et par contre, et quand même, Amandine arrive. Elle arrive à se dire, ok,
j'arrive à rejoindre l'écosystème, j'arrive à connecter avec des gens. On pourrait parler de les gens introvertis, les gens extravertis, les gens aux soft skills et compagnie et tout. Pour, par exemple, l'entrepreneur qui... Alors, je vais prendre un cas vraiment, vraiment spécifique, je vais dire, mais tu as l'entrepreneur, imaginons l'entrepreneur très tech. Il est très tech, mais il est introverti. Il sort de chez lui juste pour faire ses courses, mais à part ça, il sort pas trop. Et par contre, effectivement, comme tu dis, pour le financement, il a besoin de sortir ou autre parce que je parlais avec un autre entrepreneur assez successful et qui me disait, en fait, je lui disais, mais il a deux enfants et je lui disais, ouais, mais qu'est-ce que tu veux pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Il m'a dit, écoute, Jérémy, moi, je vais, peu importe les études qu'ils font, ça m'intéresse pas. Par contre, je vais faire en sorte qu'ils développent beaucoup leurs soft skills. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils savent comment s'exprimer, qu'ils développent leur empathie aussi, donc comprendre en fait qu'est-ce que la personne ressent en face de toi ou autre, je sais qu'ils réussiront. Et il me disait ça. Donc, on reprend le cas, j'ai un entrepreneur qui est introverti, qui est dans la tech, qui sort pas beaucoup. Comment il fait pour rejoindre des écosystèmes? C'est quoi la technique, la stratégie, l'astuce que tu peux lui donner? Franchement, si on a quelqu'un qui n'aime pas sortir, la première phase, en général, les gens introvertis, ils ont toujours ce côté un peu cartésien, bah, qu'il identifie déjà l'écosystème, qu'il maîtrise, c'est il y a qui dans son écosystème. Tu es dans la tech, il y a qui parle de tech, quelles sont les personnes? Bon, les personnes, on peut les identifier sur LinkedIn, il y a quelle institution, et donc une fois qu'il a fait ça, comme je dis, ça revient à ce petit tableau Excel avec tout l'écosystème. Tu fais ta map. Maintenant, il faut que tu puisses au moins, si tu ne veux pas sortir, au moins pouvoir écrire soit sur LinkedIn ou regarder dans ton écosystème, dans ton cercle proche, qui peut te mettre en relation avec qui. Une fois que ça c'est fait, quand tu vas commencer à connaître plus de personnes, à leur parler, il y aura des événements. À ces événements, il y aura ces personnes. Parce que si le côté de l'introverti, c'est ben, d'arriver et puis de devoir faire la conversation. Mais si tu arrives dans un endroit où tu connais déjà du monde, c'est un peu moins difficile. Parce que les personnes que tu connais vont te présenter d'autres personnes. Donc si j'avais un conseil à donner à un introverti, c'est rester introverti autant de temps que vous voulez, mais durant cette phase, faites votre chemin. Essayez de parler avec le maximum de personnes en ligne sans que vous ayez à vous dévoiler, mais au moins essayez dès que vous avez l'occasion ou dès qu'on vous invite dans un événement d'y aller pour comprendre aussi. Il y a aussi beaucoup les concours de start-up aussi. Moi je regarde, je vais pas forcément dans tous les concours de start-up, mais je regarde les gens qui gagnent, je regarde les gens qui participent, les gens qui ont été sélectionnés et ça permet de connaître l'écosystème, de savoir bon mais il y a qui fait quoi, quel investisseur a investi dans telle boîte qui est similaire à la mienne pour pouvoir justement commencer à acquérir ses connaissances et rentrer en contact avec ces personnes. Donc voilà mon conseil. Ok, ok. Je te dis ça parce que moi, je suis introverti de base. Et en fait, pendant un an, je me suis juste forcé. Alors, la chance aussi sur Paris, c'est qu'il y a des événements tout le temps. Je sais même pas comment les gens font. Tous les soirs, je pense qu'il y a un truc. Mais vraiment tous les soirs. C'est même pas exagéré. Et en fait, moi, je me forçais à aller à un événement par semaine. Je me disais, ok, Jérémy, tu fais juste la connaissance de trois nouvelles personnes et ensuite tu rentres chez toi. Et j'ai fait ça pendant un an, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui fait que maintenant je suis beaucoup plus à l'aise sur le small talk, c'est-à-dire vraiment parce que moi, je suis très cartésien, donc je me dis, mais en fait, je vais dire quoi à la personne? Et j'ai lu aussi un livre, je crois que tu allais en parler, mais peut-être que tu l'as aussi en tête. C'est Comment se faire des amis. Je sais pas si tu l'as lu de Dale Dale Carnegie. Carnegie. Je ne l'ai pas lu, mais c'est la base du réseau de marketing. Ah, ok, ok. Ben, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire. Excuse-moi, vas-y. Non, j'ai dit, enfin, on est un peu éduqué comme ça dans le réseau de marketing, tout simplement. Ok, ok. Ouais, ouais, non, clairement, il donne des bons tips. C'est comment t'abordes quelqu'un, comment tu sais, c'est très. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais toi, tu te considères extraverti ou introverti? Je sais pas que tu vas demander ça. Ou Ah, ambiverti, ça existe aussi, j'ai vu. c'est quoi le dernier? Ambiverti. C'est les deux, un peu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être, je mets des guillemets, mais tu peux être très extraverti avec ton cercle proche, et puis peut-être quand tu connais pas, tu es un peu plus introverti, tu vois. Ça peut être un peu des deux, ça dépend des situations, des gens, etc. C'est vrai. Non, je dirais quand même que je suis extravertie. Ok,
Ok, ok, ok. Ouais, par rapport à ça, voilà, comment, par exemple, quand il y a deux personnes qui sont en train de parler face à face, toi, tu es là avec ton petit verre de jus ou de champagne ou peu importe, et tu te dis, waouh, comment j'arrive à m'insérer dans cette conversation? Ça, tu te fais un schéma mental quand tu es un pragmatique. Sauf qu'en fait, ben, c'est assez facile, en fait, tu vois, très simplement. Et le troisième point, on n'en a pas encore parlé, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. C'est qu'effectivement, donc on parle du financement. Tu disais effectivement d'avoir un MVP à montrer, d'avoir déjà fait des choses, de connaître l'écosystème. Pour moi, il y a un truc aussi qui est super important alors là, on parle du financement d'entreprise, mais même de rejoindre un écosystème, c'est tout ce qui est personal branding. C'est-à-dire, en fait, euh, un écosystème, par définition, est composé de plusieurs éléments, plusieurs individus. Alors moi, en tout cas, tu vois, dans l'écosystème dans lequel j'évolue, je sais que le fait d'avoir une personal brand, donc tu vois, par exemple, de faire un podcast, comme ici, de faire du contenu sur LinkedIn. Alors moi, c'est aussi de par mes activités, de former pas mal de personnes, de rencontrer beaucoup de gens. Ça fait que tu arrives à des endroits et les gens vont te dire, ah ouais, c'est toi le gars qui fait X, Y, Z, ou bien c'est toi qui fais ça, ou c'est toi qui fais X, Y, Z. Donc, quel est pour toi, tu me dis aussi si tu n'es pas d'accord, mais quelle est pour toi l'importance de la personal brand dans le financement? Et je mets juste une parenthèse ici. C'est parce qu'en fait, justement, en parlant avec les VC dont je parlais, ils me disaient un KPI aussi qu'ils regardaient, c'est à quel point le founders, il développe sa personal brand, à quel point il parle, à quel point il se montre, à quel point il se met en avant. Parce que ça aussi, on est à l'ère en fait des réseaux sociaux, l'attention s'y trouve, et en fait tu as besoin en fait de prendre la parole, parce que si tu prends pas la parole, bah, c'est tes concurrents qui prennent la parole, ou bien tu n'existes pas tout simplement. Donc tu as beau être le meilleur dans ton industrie avec ton produit, etc. Mais j'ai remarqué que c'est pas les meilleurs qui gagnent, c'est vraiment ceux qui sont les plus visibles et qui sont identifiés comme étant euh, je sais pas, des key people dans certaines verticales d'une industrie. Donc, qu'est-ce que tu en penses, quid de la personal brand pour lever des fonds, rejoindre un écosystème, la réussite de sa startup, etc. Alors, il y a 2 ans, quand je t'aurais fait le plan que je t'ai fait tout à l'heure, j'aurais même commencé par le personal branding. Aujourd'hui, c'est vrai que un peu moins, mais je ne diminue pas son importance. Le personal branding, en fait, permet de créer sa propre légitimité, c'est-à-dire de ne pas attendre que quelqu'un d'autre aille dire à l'investisseur comment tu es, qu'il aille sur ta page LinkedIn ou ta page Instagram et qui t'écoute toi et qui se dise à cette personne-là, voici ce qu'elle dégage, voici ses valeurs, voici dans quoi elle s'implique. Néanmoins, le personal branding a quand même aussi fait beaucoup de mal à l'industrie startup parce qu'il y a eu un moment où storytelling en veux-tu, en voilà. Et quand même, beaucoup de personnes ont fini par se brûler les ailes, même à faire des burn-out. Et c'est pour ça que je dis l'important, c'est d'être dans l'écosystème. Si tu es pas présent sur les réseaux sociaux, par exemple, que tu n'as pas de podcast ou autre, que tu ne fais pas entendre ta voix, il faut qu'on te voit physiquement dans les écosystèmes, que tu puisses apporter ta voix, que tu puisses montrer ta startup, que tu puisses montrer que tu es là, faire les échanges. Au moins, les gens te gardent en tête. Donc ça aussi, c'est du personal branding qui se fait hors ligne. Maintenant, le personal branding en ligne apporte vraiment des nouveaux clients, des marchés sur lesquels on ne pensait pas aller, des partenaires, des investisseurs auxquels on n'a pas pensé. Et en fait, quand on arrive à bâtir un personal branding qui est assez puissant, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus nous qui chassons tout le temps ce qu'on veut pour notre entreprise, mais qu'on appelle à nous de nouvelles opportunités. Donc oui, forcément, pour moi, le personal branding, c'est important, mais je dirais que le personal branding visible sur les réseaux sociaux peut être repensé selon la personnalité de chacun. Notamment, je pense à tous ceux qui sont très scientifiques, très tech, qui sont introvertis, qui vont pas être à l'aise de faire des posts tous les jours, qui vont pas penser à prendre la photo, qui ne savent même pas comment demander aux gens de prendre une photo, de trouver en fait dans quel espace il est plus facile pour eux d'avoir un bon personal branding. Ouais, je comprends ton point. Et effectivement, il y a aussi un autre sujet sur ça que je lis un peu au personal branding, c'est que tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de... Parce que comme tu dis, des fois, en fait, alors ça dépend aussi à quel stade on investit. Là, on va parler vraiment de projets très early, si je puis dire, qui sont au début, donc il n'y a pas encore eu, on n'est pas dans une série B, etc. Donc on est vraiment au tout début. Beaucoup quand même de personnes qui investissent, investissent aussi sur
une vision et une mission et aussi une capacité, je mets des guillemets, mais c'est aussi au potentiel de l'entrepreneur. C'est-à-dire, en fait, vraiment vérifier est-ce que cet entrepreneur, par exemple, est-ce qu'il gère bien l'échec? Est-ce qu'il est agile mentalement? Est-ce qu'il est capable de pivoter rapidement? Puisque on le voit entre, par exemple, Slack, qui a commencé et puis qu'aujourd'hui est un outil pour discuter. On le voit avec Netflix, qui faisait de la location, je crois, de DVD au début, et puis que maintenant est une toute autre plateforme. Donc, en fait, il y a beaucoup de pivots. Et je pense qu'effectivement, quand tu investis au début, en tout cas, tu as quand même besoin de comprendre à qui tu as affaire, quelle est la mission qu'il porte, quelle est la vision, quelle industrie il veut bousculer aussi, puisque du coup, la startup, par définition, elle vient bousculer une industrie. Donc, c'est vrai, ouais, je comprends ton point effectivement sur je pense que effectivement le personal branding à outrance, c'est vrai que c'est contre-productif parce qu'effectivement, je sais qu'il y a je sais pas pourquoi, mais il y avait une mode sur LinkedIn, c'était de se photographier en train de pleurer ou d'avoir les larmes. Je me demande même est-ce que c'était vrai. Mais les gens voulaient tellement susciter l'émotion chez les gens que tu avais beaucoup ce truc-là et c'était dans le feed, un peu moins maintenant, mais c'était beaucoup, effectivement, à une époque, il y avait beaucoup ça, quoi. C'est ça, et puis aussi, quand on est entrepreneur, la vie, elle change. Et le personal branding, en fait, il faut aussi pouvoir le calibrer. Et je parle de mon expérience. Quand j'ai commencé Dira, eh bien, je parlais dans tout mon personal branding de financement et de start-up. Mais en fait, au moment où je veux créer un Martinique Luxury qui a rien à voir avec, je veux créer un Sénégalais Intech, je crée la Caraïbe Investi qui n'a rien à voir avec, je veux commencer à travailler avec des institutions internationales, en fait, tu te positionnes comment en fait? C'est-à-dire que même ton entreprise, elle va évoluer. Donc, si tu fais une start-up de logistique, donc tous les jours, tu vas dire aujourd'hui, 43% des e-commerçants ont dit qu'ils n'arrivent plus à se fournir. Enfin bref, je raconte un peu n'importe quoi et tu parles de logistique. Tu parles de logistique et tu dis, dans notre entreprise, nous, on a eu la vision, on a pensé comme ça, comme ça, comme ça. Mais finalement, imagine, tu as arrêté, finalement, tu sais plus les e-commerçants. C'est plus les commerçants, ta cible, parce qu'ils te rapportent pas d'argent. Ta cible, c'est Ouais. juste Amazon et Sephora. Je prends un exemple pour que eux, ils arrivent à amener leurs produits. Tu es toujours dans la logistique, mais en même temps, tu t'adresses plus aux mêmes personnes. En fait, il faut savoir avoir un personal branding en tant que personne qui finalement est pas tant relié à sa boîte que ça. Parce que au final, c'est toi qu'on suit avec tes valeurs et je vois beaucoup de gens faire des crises existentielles parce que bah, leur personal branding est relié à l'entreprise. Moi, au tout début, on m'appelait dans la rue Dira Partners. Alors que, et c'est normal, parce que c'est ça que je mets en avant. Et en fait, il faut trouver le juste équilibre pour dire, OK, bon, ben, il y a des investisseurs sur les réseaux sociaux, mais il y a d'autres gens qui me connaissent. Et puis, comment moi j'arrive le jour où je veux parler d'autre chose, est-ce que j'ai le droit de parler d'autre chose ou je parais pour une personne totalement incohérente, quoi. Donc, c'est un peu mon warning sur le personal branding des entrepreneurs, qu'ils arrivent, en tout cas, à s'en sortir le jour où il y a un pivot dans leur entreprise, où il y a un pivot dans leur choix de business ou choix de vie, tout simplement. Ouais, ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que ça, c'est un des gros blocages que je vois, c'est je veux parler de X, mais je suis pas encore expert, ou bien, effectivement, comme tu le dis, je parle d'un sujet, mais si demain le sujet change, comment je fais? Et moi, en fait, ce que je dis souvent aux gens, moi, en tout cas, j'écris sur LinkedIn et même j'ai aussi les newsletters où j'écris beaucoup, etc. En fait, je fais, comme tu dis, en fait, c'est plus, je fais évoluer parce que de toutes les façons, je trouve que l'humain évolue. On n'est pas dans une même verticale tout le temps. On évolue, on fait plein de choses, etc. Donc, je parle plus de mon prisme sur différentes choses. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'IA, ben, je parle de mon prisme sur l'IA. Je parle de mon prisme sur le growth. Je parle de mon prisme sur la création de business. Je parle de mon prisme sur les tunnels, etc. Et en fait, je me rends compte que euh, c'est plus ça qui plaît aux gens. C'est-à-dire en fait de se dire, ok, mais c'est quoi la vision d'Amandine sur ce sujet-là? C'est pas tant qu'elle parle des e-commerçants de la logistique, c'est plus en fait, ok, ben c'est quoi son avis, c'est quoi ouais, son prisme ou qu'est-ce qu'elle pense de ce truc-là, qui fait qu'effectivement, ben les gens qui te et un deuxième point, le deuxième point aussi sur le personal branding, et après on pourra fermer cette page, mais le deuxième point que je trouve aussi qui est cool sur le personal branding, c'est que si tu es sincère dans ton personal branding, en général, tu vas attirer des gens qui te ressemblent. Parce qu'en fait, les gens se reconnaissent dans tes valeurs. Moi, je me rends compte que tous les gens que j'ai dans l'académie ou même dans l'agence, c'est des gens qui aiment le business en ligne,
qui aiment le sport, qui aiment la discipline, etc. Et tous les gens qui n'aiment pas ça, eh ben en fait, ils sont un peu repoussés parce qu'ils se disent, ah oui, Jérémy, c'est un peu too much, il est trop sur la discipline, il est trop à se lever à 5 heures du matin, à faire des footings et compagnie et tout. Mais en fait, le fait d'être assez sincère dans ma communication, ça fait que je sais que les gens, je sais pas si on parle de magnétisme ou de gens que j'attire ou peu importe, mais les gens, en fait, l'énergie que moi je renvoie, mais en fait, elle revient avec des gens qui me ressemblent, mais à chaque fois, le point commun, c'est ça. Tu vois, j'ai des calls tout à l'heure, je sais pertinemment que la personne va me dire qu'elle fait du sport, qu'elle fait aussi du business à côté, qu'elle est beaucoup, voilà, performance, mais aussi équilibre, vie pro, vie perso, etc. Et qui fait que, au final, tu as quand même ce truc-là où tu attires vraiment des gens qui te ressemblent quand même. Mais effectivement, comme tu dis, il y a ce point de dire, c'est une histoire d'équilibre et de juste milieu. Je pense qu'il faut jamais être dans les extrêmes. C'est effectivement une histoire d'équilibre, quoi. C'est ça, et comme tu dis, le fait que les gens veuillent ton point de vue à toi sur différents sujets, c'est avoir cette capacité aussi vraiment que je conseille aux entrepreneurs, c'est d'être capable de traiter des sujets transversaux sous leur prisme en expliquant bien dans leur personal branding que c'est ce que eux ils pensent de par leur expertise, leur expérience qui fait la valeur ajoutée, plutôt que ce qu'ils font qui fait la valeur ajoutée. Clairement, je suis d'accord. Ok, eh ben, est-ce que potentiellement tu aurais des ressources ou des conseils pour ceux qui s'intéressent au financement d'entreprise, peut-être travailler avec des grandes organisations, etc. Est-ce que tu aurais des conseils, je sais pas, ça peut être des blogs, des podcasts, ça peut être des process, etc. Est-ce que tu aurais des conseils ou des ressources pour ces personnes-là? Oui, des ressources. Comme je dis, je suis vraiment quelqu'un, je me suis beaucoup formée sur le terrain. Je crois beaucoup à l'écrit, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on veut faire, si vous travaillez vous voulez travailler avec des institutions, vous voulez lever des fonds, première chose, écrivez ce que vous faites, que ça soit clair. L'esthétique n'est pas une option, faites aussi quelque chose d'esthétique que vous pouvez présenter. Maintenant, aujourd'hui, comme j'ai dit, je travaille beaucoup avec les institutions publiques et je fais ce qu'on appelle de la réponse à appel de marché public. Les marchés publics, c'est très aléatoire, vous pouvez les gagner comme vous pouvez pas les gagner, mais ce qui fait la différence aussi, c'est qu'on vous connaisse dans l'écosystème pour être la première personne à qui on parle du marché public. Donc, toujours un peu la même règle d'être dans l'écosystème, de se faire voir, d'avoir une voix, un peu de personal branding et surtout d'avoir une expertise que vous pouvez démontrer, ce qui est mon cas. Beaucoup des projets que j'ai fait, ce sont des projets auxquels je pensais à moi toute seule si je n'avais pas de bailleur de fonds pour les exécuter et je les proposais à des organisations internationales pour leur dire ça c'est ma vision du financement et c'est ma vision pour influencer par exemple le fait qu'il y ait plus de femmes dans la tech en Afrique francophone d'ici 2050. Si vous avez tel budget, voilà ce qu'on peut faire ensemble, voilà ce qu'on peut dessiner. Ne pas aussi, ne pas avoir peur de proposer ses propres idées et sa propre vision à un certain carnet d'adresses qui pourrait nous intéresser. Après aussi dans ma démarche, j'ai vraiment une démarche d'écrire aux personnes sur LinkedIn, d'aller dans les événements, de les rencontrer, de prendre des rendez-vous, de leur remettre toujours ma plaquette de présentation. Et dès qu'ils ont des projets, quelque chose qui sort en ligne, je demande qui s'en occupe, qu'est-ce que ça fait et s'il y a un besoin dessus. Donc vraiment d'être toujours la personne, c'est une démarche un peu de chef d'entreprise tout simplement, c'est-à-dire d'être toujours la personne qui est force de proposition et qu'on n'oublie pas s'il y a un besoin tout simplement en main d'œuvre. En termes de ressources, franchement, moi tout ce qui me permet de faire tout ça, c'est le développement personnel, parce qu'il faut avoir confiance en soi, il faut savoir parler. Comme dit ton ami, il faut des soft skills en fait. Et c'est cette base de soft skills qui me permettent d'atteindre mes objectifs. Et ensuite, c'est l'expérience professionnelle, les hard skills qui me permettent tout simplement de délivrer un travail respectable. Voilà. Ok, en plus il y a le voilà, ok, super. Je vois bien, non, non, mais super, super intéressant. Ok, très, très d'accord. Et puis, je pense aussi qu'il y a un point en fait qui est sous-jacent à tout ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait c'est un travail minutieux. C'est-à-dire que c'est un travail qui demande aussi beaucoup de, je dirais résilience, mais c'est plus pour moi être constant, vraiment, tu vois, un peu tous les jours. C'est-à-dire que voilà, ça va pas se débloquer puisque il y a aussi un sujet dont on n'a pas parlé, mais c'est que les temps sont beaucoup plus longs. C'est-à-dire quand tu travailles avec des organisations, on n'a pas parlé de l'administratif, qui je pense est aussi
peut être des fois un frein pour les entrepreneurs. Ça peut être assez compliqué. Mais effectivement, les temps sont longs. Donc, c'est de dire, ben, en fait, je continue, même s'il n'y a pas encore de résultats, mais je continue à poser des briques parce que à un moment, ben, en fait, tout ça va être récolté, quoi. Tout à fait, hein. Quand on répond notamment au marché public et qu'on est sollicité, on passe déjà beaucoup de temps à faire ce qu'on appelle l'offre commerciale. La proposition, des fois on peut prendre une journée, 2 jours parce qu'on va faire quelque chose de qualitatif, quelque chose aussi d'esthétique, pour finalement ne même pas avoir de réponse. Donc ça, c'est possible. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir quand même ce côté réseau où on sait que, bon, techniquement, on va quand même nous donner une réponse, soit nous dire, bon, t'as pas pris pour ça, ou, bon, on est déjà sûr que c'est toi. Aussi bien connaître comment ça fonctionne, les tarifs, les financements. Quand on est avec des organisations internationales, on a souvent cette capacité à proposer des prix, mais souvent les budgets sont déjà faits, parce que ce sont des budgets fixés 6 mois à l'avance ou fixés pour l'année, et donc l'organisation internationale va vous fixer son budget, et vous connaissez aussi comment il paye. Quand je dis comment il paye, à quelle période il paye, est-ce qu'il paye par tranche, tout ça, c'est des choses importantes pour pouvoir gérer son entreprise et aussi pouvoir gérer sa trésorerie et ne pas être en panique. Donc, c'est vraiment bon, un secteur assez spécifique aussi. C'est un secteur qui est très lucratif aussi, sinon on n'irait pas dedans. Mais il faut pouvoir maîtriser chacun de ses interlocuteurs et savoir à quel moment ça vaut le coup de passer du temps sur un dossier, sur une offre ou non. Voilà. Ok, super, super. Dis-moi, Amandine, où est-ce que qu'on te retrouve si on a envie ben, d'échanger avec toi, de discuter, d'aller peut-être un peu plus loin, puisqu'il y a peut-être des auditeurs qui auront envie de poursuivre la conversation au-delà du podcast. Où est-ce qu'ils te retrouvent? Sur LinkedIn, j'essaye d'être un peu active. Je suis moins bonne en personal branding depuis quelque temps. Mais sur LinkedIn, Amandine Pinto et sur Instagram, Amal Innovatrice. Et sinon, ils peuvent suivre Sénégalaise InTech, Martinique Luxury, La Caraïbe Investi. Ok, eh ben écoute, en tout cas, Amandine, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. C'était trop cool et puis je pense que tu as apporté beaucoup de valeur aux auditeurs et encore plus ceux qui s'intéressent vraiment au financement d'entreprise. Donc merci beaucoup pour ça et puis écoute, hâte de suivre tes aventures. Merci à toi, Jérémy. Salut, ciao, ciao.